Bonjour à tous et merci d'être venus nombreux ce matin pour assister à ce premier JT du CNCH 2023. J'ai le grand plaisir d'accueillir Raphaël Lasserre, mon compère pour l'interview, et Monsieur Pascal Bellon, directeur général du Centre hospitalier de Versailles. Le deuxième interlocuteur n'est pas encore arrivé, bloqué dans le métro. C'est quelque chose qui arrive souvent à Paris. Donc voilà, on va tout d'abord commencer par vous, Monsieur Bellon. Donc Pascal Bellon, bonjour. Vous êtes actuellement le directeur du Centre hospitalier de Versailles. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots sur votre parcours comme directeur? Merci beaucoup de m'accueillir. C'est un honneur et un plaisir. Mon parcours en deux mots, quelques fonctions RH et affaires médicales dans les hôpitaux de la paix, puis ensuite les finances en province. Et avant d'arriver à Versailles, j'étais directeur général adjoint d'un CHU, Limoges en l'occurrence, et puis je suis donc au Centre hospitalier de Versailles depuis 5 ans maintenant, et j'ai le plaisir, l'honneur de diriger 4 hôpitaux supplémentaires du groupement hospitalier Yvelines Sud. Et donc on a vécu, enfin vous avez vécu aussi le Covid, la gestion complexe qu'elle a engendrée, et c'est à ce titre aujourd'hui, le thème c'est la gestion de crise au travers de la crise de la cyberattaque qui a impacté l'hôpital de Versailles. Normalement, on devait aussi parler de la gestion de crise Covid au travers de nos tutelles avec notre deuxième invité. Mais vous, cette gestion de la cyberattaque, comment l'avez-vous vécu? Comment vous avez appris la cyberattaque? C'était presque un an jour pour jour, le 2 décembre 2022. Et comment ça s'est passé concrètement? Alors concrètement, le samedi 3 décembre, à 21h03 précisément, mon téléphone sonne et c'est le directeur des systèmes d'info de Versailles qui m'appelle, qui me dit « Pascal, nous avons une cyberattaque ». Je lui repose la question 3 fois. Est-ce une cyberattaque? La première fois, il me répond oui. La deuxième fois, il me répond oui. La troisième fois, il me répond oui, sans aucune hésitation. À ce moment-là, je prends la décision de tout couper. Je lui dis, tu coupes tout et on ouvre une cellule de crise. Une demi-heure après, nous sommes en cellule de crise. Entre 9h et entre 21h et 21h30, je passe évidemment quelques coups de fil. Le premier à notre directeur médical de crise, puisque c'est devenu une fonction permanente dans nos hôpitaux, en l'occurrence Olivier Richard, qui est à la fois chef de pôle urgence soins critiques et directeur médical du SAMU. Je l'appelle, je lui dis Olivier, on a une cyberattaque, il me dit j'arrive. Donc ça c'est super parce que dans ce type de situation on n'a évidemment aucune minute à perdre. J'appelle le président de CME, puis les élus, l'agence régionale de santé, voilà, pour prévenir un petit peu tout le monde. Quand vous dites vous coupez tout, ça veut dire quoi à l'instant T? Ouais, bonne question. Tout couper, donc ça veut dire qu'en fait, on met l'hôpital dans le noir, c'est-à-dire que tous les flux d'infrastructures qu'on peut couper techniquement, on les coupe. Ça veut dire, et si je pose 3 fois la question, et c'est une décision à laquelle il faut se préparer, c'est parce que cette décision de couper complètement le système d'information, c'est-à-dire de mettre complètement l'hôpital dans le noir, est une drôle de décision quand même, en termes de responsabilité. Autrement dit, s'il n'y a pas de cyberattaque, c'est moi qui mets l'hôpital dans le noir. Donc l'identification de savoir exactement ce qui se passe n'est pas simple. Et en même temps, je sais que si j'attends 2 heures, 2 jours pour couper, potentiellement, les dégâts du virus ou de la bête, quelle qu'elle soit, sont beaucoup plus importants sur le système d'information et donc sur l'organisation des soins. Et cette décision, c'est quelque chose qui est protocolisé, à laquelle vous êtes préparé. Il y a la même chose dans tous les hôpitaux, un directeur est habilité à... Non, je crois que ça c'est vraiment une préparation, j'ai envie de dire, presque personnel et individuel. Même si la cyberattaque en CME 2 mois avant, en conseil de surveillance, très important de préparer l'écosystème. Nous avions fait une présentation sur le risque cyberattaque dont le mode était, la question n'est pas de savoir si on va en avoir une, mais quand. D'ailleurs, je m'amusais auprès de nos instances de dire potentiellement c'est plutôt le week-end, c'est plutôt entre, ça va arriver peut-être dans la nuit du 24 au 25 décembre. Et quand votre responsable du système informatique vous dit on a une cyberattaque, comment il en a la certitude, lui? Alors, on a le symptôme, c'est-à-dire qu'il est déjà presque trop tard, mais on n'en sait rien.
C'est-à-dire que le virus est dans notre organisme, vous ne savez pas quel est le virus, depuis quand, où il est, quels sont les dégâts. Ce que vous savez, c'est qu'il y a un symptôme, c'est-à-dire que ce qui se passe le 3 à 21h, c'est que les écrans deviennent noirs, ça commence par Urcal aux urgences, et puis assez vite, on voit que dans tout l'hôpital, les écrans sont noirs, avec des imprimantes qui crachent parfois dans tout l'hôpital en 400 exemplaires, une revendication type Lockbit assez classique, de telle sorte d'ailleurs que tout le monde dit « tiens, c'est une attaque Lockbit ». Et là, il fallait tout de suite dire « attendez, c'est pas parce qu'il y a marqué Lockbit et que c'est eux ». Donc voilà comment ça se passe, mais c'est vraiment le symptôme qu'on a à ce moment-là. Et finalement, vous pouvez nous raconter, parce que on a mesuré l'impact au fur et à mesure, mais très concrètement, pour prévenir finalement les services, à part les gens qui étaient sur place, on n'a même plus de mailing, on n'a plus de... Voilà, il faut retrouver les téléphones perso de tous les chefs de service et de tous les médecins. Et ne serait-ce que ce moment-là est assez compliqué. Oui, vous avez raison. Comme dirait l'autre, les emmerdes volent en escadrille. Donc en plus, la téléphonie a été coupée. On a su assez vite que c'était un problème indépendant, donc on a pu la rétablir. Qu'est-ce qu'on fait en cellule de crise ? Première décision, et ce qui vraiment nous hante à ce moment-là, c'est de mettre en sécurité nos patients. Primum non nocere, c'est vraiment ce qui nous vient à l'esprit dès le départ. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On coupe le flux. C'est-à-dire qu'en lien avec l'agence, en lien avec les partenaires, on arrête tout flux à l'hôpital, on le préserve, on le coupe du monde, on le met sous bulle. Deuxième élément, et en même temps, on regarde quels sont les patients dans notre hôpital, qu'est-ce qui se passe et comment on mesure, qu'est-ce qui marche pas. Donc là, progressivement, la cellule de crise fait revenir des hommes et des femmes, si j'ose dire, qu'on projette sur le terrain, aller voir les équipes, leur dire on a une cyberattaque, et regarder surtout ce qui marche et ce qui ne marche pas. On se rend compte assez vite, par exemple, que les répétiteurs en soins intensifs sont plantés. Donc là, l'une des premières décisions, c'est de faire venir des infirmières en plus pour accroître la surveillance humaine dans tous nos SI. Est-ce que les respirateurs vont tomber ou pas ? Alors, vous avez toutes ces questions qui, évidemment, en cellule de crise, nous traversent. On prend la décision à ce moment-là, par précaution, parce qu'on ne sait pas ce qui va marcher, on ne sait pas ce qui va se passer dans les heures qui suivent. On prend la décision à ce moment-là, par précaution, de faire quelques transferts en lien avec l'ARS, de patients particulièrement, avec des tableaux cliniques particulièrement graves, 2 en réanimation adulte et 3 en néonate, qu'on transfère vers d'autres hôpitaux pour alléger la charge. Est-ce que dès le début, on a mesuré, et vous avez mesuré, l'impact que la cyberattaque allait avoir sur des choses comme la paye, le codage, les services, les mails, la restauration, vraiment le stockage, la pharmacie, la logistique et les achats, parce que tout était planté, mais je pense que voilà, il y a eu un moment de sidération, oui. On l'a vécu comme ça, mais est-ce que vous avez eu cette vision que finalement ce serait quelque chose de durable et impactant vraiment tout l'ensemble de l'hôpital ? Oui, on s'y prépare, et pour autant, la première séquence du samedi soir, c'est la sécurité des patients et d'évaluer les premiers dégâts. Mais on a bien sûr tout ça qui nous traverse l'esprit. Ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un WhatsApp. La proximité en crise est majeure. Il faut avoir les 06 des chefs de service, il faut connaître ses troupes, etc. Puisque le dimanche matin à 10h, tout le monde est en salle de crise. Les chefs de service et les 4 sup, parce qu'on envoie un WhatsApp, je ne sais plus, à minuit ou 1h du mat, en disant les gars, on a une cyberattaque, mobilisation en général. Et donc, dès le dimanche matin, tout le monde est en salle de crise. Sur l'évaluation de l'impact, oui, ce que nous savons, c'est qu'un système d'information dans un hôpital, c'est les coutures. Donc on sait tout de suite que l'hôpital est complètement décousu. Un hôpital qui est décousu est un hôpital qui ne fonctionne pas. On voit tout de suite l'impact avec la biologie, la prescription du médicament, la paye, avec cette période, en effet, vous le dites, de sidération qu'on n'a pas tout à fait respectée, mais je peux y revenir de manière volontaire. Ça fait partie aussi du retour d'expérience de ces choix qui ont été faits. Mais on a un sujet paye, on a un sujet approvisionnement, puisque tout l'hôpital est dans le noir.
Est-ce que votre interlocuteur avec les tutelles, c'est qui? C'est au niveau de l'ARS? Est-ce qu'on peut craindre, je dirais, au niveau d'une ARS, qu'il y ait des attaques simultanées sur plusieurs hôpitaux? Bien sûr, donc là, évidemment que l'alerte, donc avec la directrice générale de l'agence, on est évidemment tout de suite en lien. On a eu le dimanche la visite de deux ministres, hein, celui du numérique, Jean-Noël Barrot, qui nous a soutenus immédiatement, et puis le ministre Braun, qui sont venus. C'est important pour les équipes, hein, je crois, et ça montre aussi l'ampleur de la prise de conscience, même s'il y avait eu le Sud francilien quelques mois avant, un début août, hein, pareil, dans une période où notre capacité de réaction est censée être moins importante. Hein. C'est pour ça que je disais le week-end, la nuit et les périodes un peu difficiles. Donc c'est vrai que ce soutien a été extrêmement important. Les équipes techniques de la PHP sont venues en soutien tout de suite, ainsi que les équipes de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'info, qui est une agence extrêmement performante, hein, qui est rattachée directement à Matignon, avec des compétences extrêmement pointues et qui viennent tout de suite au chevet technique, si j'ose dire. Nous, en ayant fait le choix en cellule de crise plutôt de s'occuper des patients et de l'organisation des soins. On est le 3 décembre l'année dernière, un petit peu comme cette année malheureusement, c'est devenu courant. On est déjà, l'hôpital est déjà un peu exsangue, parce que sur tout le territoire, on est dans une période de ce qu'on appelle pudiquement de tension hospitalière. En clair, 15 jours après, c'est les congés de fin d'année. Tout le monde se demande si ça va passer, comme au début de chaque été et comme avant chaque fin d'année. La responsabilité populationnelle d'un hôpital comme celui de Versailles est majeure. On sait à ce moment-là qu'on ne peut plus fonctionner. On a combien de patients là sur l'hôpital le jour où ça arrive? On a un petit peu plus de 400 patients hospitalisés au moment où ça se passe. D'accord. Et on sait qu'on ne peut pas ne pas être présent sur le territoire pour la période qui vient. Donc l'ARS vous adresse une équipe informatique qui va venir pour faire un peu l'état des lieux. Alors là, c'est vraiment l'ANSSI, hein, au niveau national qui prend la main, et les équipes de l'AP qui nous ont bien aidés, qui nous ont prêté des ordi, et puis qui sont venus voir surtout le sujet contagion. Le sujet contagion. L'hôpital Mignot est parfois perçu comme un hôpital de la paix. Je pense que voilà, enfin, il y a eu quand même une prise de conscience immédiate et une très grande réactivité de tous les services de l'État pour établir un premier diagnostic et circonscrire l'attaque et essayer de voir quelle était la nature de l'attaque. Au-delà de l'effet immédiat, effectivement, on a vu les médias arriver dans notre hôpital. Il y en avait un peu partout. Il y avait effectivement la visite de notre ministre. Mais finalement, on a eu l'impression d'être un peu abandonné par la suite. C'est-à-dire que le ressenti, c'est que j'ai encore des collègues qui me disaient « Ah bon, mais vous y êtes encore ?» Oui, on y est encore et on souffre encore. Voilà, il y a une espèce de sentiment d'abandon parce que finalement les effets de la cyberattaque c'est durable. Et est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot, parce que je crois qu'on ne se rend pas compte quand on n'a pas été victime de la cyber. Ce qu'on sait au moment où ça arrive, mais qu'on met de côté dans le disque dur, c'est que on est parti, d'abord c'est un choc, et qu'on est parti probablement peut-être pour 1 an, peut-être pour 18 mois, peut-être pour 2 ans. Ça, on le sait au moment où ça arrive. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée vous avez reçu à un moment donné des revendications finalement de hackers pour sortir de cette crise? Quels étaient les enjeux et les intérêts qu'ils pouvaient en tirer? Alors, sur ce sujet-là... Si vous avez le droit d'en parler. Oui, alors sur ce sujet-là, dès le dimanche, on porte plainte. Hein. Il y a une cellule nationale de gendarmerie, le C3N, qui est spécialisée dans le recueil des plaintes et dans les enquêtes. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que l'on ne sait rien. Ce qui, à la différence par exemple du Sud francilien, où c'est classique et de notoriété publique, il y a une demande de rançon et une identification des hackers. Ça n'a pas été le cas pour Versailles. Voilà. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Ce qui est sûr, c'est que c'est assez troublant de ne pas avoir eu sur un virus et un mode opératoire qui était assez perturbant, hein, puisqu'ils ont utilisé une vraie Ferrari, un compte utilisateur qui est allé tout de suite au cœur du système d'info. Donc assez vite, on sait qu'on a 95% de notre système d'info, que ce soit l'infrastructure, les serveurs, les données qui sont cryptées. Et est-ce qu'on a pu évaluer, enfin, est-ce que vous avez pu évaluer le coût de l'attaque, finalement, le coût mensuel? Parce que, voilà, au-delà du fait que, effectivement, tout s'est mis à l'arrêt,
comme on met du temps à reconstruire le système d'info, et notamment le codage des séjours, est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'il y a eu des aides gouvernementales sur ce sujet? Oui, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France a été particulièrement réactive sur ce sujet. Dès le mois de décembre, nous avons eu un accompagnement financier. Passé cette période, et vous l'exprimiez très bien, la solidarité autour d'une cyberattaque, au bout d'un mois et demi, dans l'environnement et dans l'écosystème, ah bon les gars, vous n'avez pas réparé votre ordinateur là? Bah non, ça prend 18 mois, 2 ans. Donc c'est vrai que cette solidarité s'estompe. Bon, à nous de faire en sorte de travailler dans la durée, c'est ce qu'on fait avec l'agence. L'impact financier il est majeur parce que vous avez des surcoûts. Même si vous avez une activité un peu réduite et des lits fermés, vous n'économisez pas sur le personnel puisque, on ne l'a pas dit, mais le challenge du dimanche matin 4, c'est papier-crayon. Donc tout est plus long, tout est plus compliqué, tout est plus risqué. Donc vous avez besoin de plus de personnel pour faire moins d'activités et cela dans la durée. Donc moins de recettes, plus de dépenses. Donc ça veut dire concrètement un impact financier majeur avec le souci d'avoir un plan d'action très très vite, de remonter du codage pour assurer les recettes. L'assurance maladie nous aide, dans ces cas-là ils font des avances, mais qui sont des avances qu'on doit bien évidemment rembourser en fonction de l'activité qu'on aura réellement réalisée. Et ce que l'on sait, c'est que l'activité qu'on a réellement réalisée, elle est sans doute un peu moindre en volume, même si on a retrouvé des capacités rapidement, et sans doute moindre en valorisation, puisque la qualité des données médicales recueillies à la source sont évidemment moindres. Vous le savez, quand on code 6 mois après sur la base de papier qui sont un peu partout, la qualité et l'exhaustivité du codage est évidemment un sujet. Il n'y a pas eu de dommages auprès des patients. Vous avez réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas de conséquences graves sur des patients? Oui, c'est une excellente question. On n'a pas eu d'événements indésirables graves dont la causalité est celle-là. Notre vigilance avec le médecin qui est chargé de la gestion des risques associés aux soins qu'on a intégré tout de suite à la cellule de crise, je le disais tout à l'heure, primum non nocere, d'ailleurs notre première lettre bien papier d'information qu'on distribuait de la main à la main au personnel s'appelait primum non nocere. Parce que là, on sait qu'on ne peut pas réduire trop l'offre de soins. Les équipes hospitalières sont formidables, je le dis toujours. Le dimanche matin, qu'est-ce qu'on dit? On est le 4 décembre. Dans une semaine, l'offre de soins va se réduire un petit peu partout sur le territoire, c'est les congés de fin d'année. Donc ce qu'on dit aux équipes, c'est que ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Et je dis aux équipes, vous faites comme si vous n'aviez plus rien et de manière durable. Donc on n'opère plus un malade? Vous vous organisez en papier-crayon. Si, vous vous organisez en papier-crayon. Est-ce qu'on opère encore des malades le lundi matin à Versailles du coup? Oui, ça veut dire que le lundi matin, consultation, les médecins voient des patients en face qui, eux, connaissent le médecin, avec un écran noir devant, vaguement un dossier papier, quelques données cliniques, disant « oui, bonjour madame ». Voilà. Ça, c'est un vrai choc pour les médecins parce qu'ils ont en face d'eux. Voilà. Alors, on a activé la ville, les comptes rendus. Renvoyez-nous les comptes rendus qu'on vous a envoyés. On a ressorti les dossiers papier. Le répétez pas, mais gardez du papier. Mais surtout, le répétez pas. Ça nous a sauvés. On avait quelques dossiers papier. Et on a activé le réseau. Et puis, on a dit aux patients aussi, votre meilleure sécurité, c'est vous, parce que c'est vous qui connaissez votre histoire clinique. Donc, donnez-nous des informations. Mais ça place les médecins, les soignants plus généralement, dans une situation extraordinairement difficile. Et pour le bloc, bien sûr qu'il y a des opérations qu'on a différées par prudence, assez lourdes, le temps d'atterrir. Le dimanche, on s'était donné jusqu'au mercredi pour que chaque service voit comment il peut maintenir l'offre de soins, à quel niveau, pour les semaines suivantes, en tout papier-crayon. Avec cet objectif et ce curseur qu'on, pas à pas, jour après jour, on essayait de trouver ensemble entre notre responsabilité sur l'offre de soins et la sécurité des patients. Et donc, service par service, en plaçant le curseur, comment je peux répondre présent à l'offre de soins sans créer de dommages ou de suraccidents à ce moment-là. Donc c'était un pilotage très très fin de l'activité. Les blocs, c'est pour un chirurgien, c'est un scalpel, un bistouri, mais pour un cardiologue, c'est des images de radiologie numérique qui sont toutes en réseau. Il n'y a rien. Enfin, je témoigne, mais la première semaine, quand les patients viennent en consultation, on n'a même pas le nom des patients. On n'a même pas les dossiers papier parce qu'il n'y a pas d'informatique. Et certains ne viennent pas avec une ordonnance pour leur renouvellement de traitement. Donc il faut deviner
Donc, quand on est un vieux cardiologue comme moi, on connaît ses patients à peu près, mais effectivement, pour ceux qui consultaient depuis peu, c'était compliqué. Est-ce qu'il y a eu finalement des données qui ont été perdues, ou en tout cas, est-ce que des données de patients se sont retrouvées exfiltrées? Alors là aussi, aspect un peu étrange, hein, je le disais tout à l'heure, au moment où on se parle, c'est-à-dire à cet instant, il n'y a aucune donnée qui a été volée, exfiltrée et publiée sur le Darknet, contrairement par exemple au CHSF ou Dax, hein, qui a subi une cyberattaque extrêmement forte quelques mois auparavant. Donc voilà, donc ça c'était vraiment la bonne nouvelle, c'est-à-dire on a eu 2 bonnes nouvelles assez vite. La première, c'est celle-là, mais ça pouvait changer le lendemain. La deuxième, surtout, c'est que les sauvegardes avaient fonctionné. C'est-à-dire que nous savions que le samedi, avant la cyberattaque, c'est-à-dire avant que les données soient complètement cryptées, nous avions quelque part dans une machine, potentiellement, l'ensemble de l'historique. Et que donc, il était peut-être possible d'aller rechercher toutes ces données sauvegardées pour les réinjecter dans une nouvelle infrastructure, puisqu'on s'est lancé, avec le timing des JO qu'on a tout de suite en tête, on s'est lancé dans une reconstruction complète du système d'information. On n'a pas cherché à remonter les logiciels qui existaient, parce que notre infrastructure était trop fragile et pas aux normes de sécurité suffisantes qui doit être le standard aujourd'hui. A posteriori, vous considérez quand même que l'hôpital de Versailles, et peut-être beaucoup d'hôpitaux, n'étaient pas suffisamment protégés face à ce type de menaces? Je pense, et je vais être politiquement incorrect, mais je pense que l'investissement sur les systèmes d'information, pour des raisons qu'on comprend, n'est pas suffisant dans notre pays et depuis de nombreuses années. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, les médecins, on est très focus sur l'immobilier, le bâtiment. Quand vous construisez un bâtiment, vous avez un ruban à couper, vous faites venir les élus, tout le monde est content. Quand vous injectez les mêmes millions d'euros dans de la sécurisation d'un système d'info, pour dire tout de suite après à la communauté médicale, les gars, il vous faut des mots de passe de 20 caractères, et il faut les changer tous les 15 jours. Vous créez quand même quelques irritants, comme on dit pudiquement, et donc vous investissez des millions d'euros dans des choses qui ne se voient pas et qui potentiellement créent des irritants. Donc c'est vrai que, de manière globale, l'investissement sur la sécurisation et sur le système d'info a probablement pas été à la hauteur des enjeux qu'on voyait venir sur le numérique. Les cyberattaques aujourd'hui, vous le savez, c'est la première menace. Il y aura des milliards, je dis bien des milliards de cyberattaques dans l'environnement des JO. Des milliards. C'est-à-dire tous les jours, plusieurs millions de cyberattaques. Et finalement, est-ce qu'il y a eu un retour d'expérience et est-ce que l'État a pris conscience de la fragilité de notre système de santé? Parce qu'il y a une vraie faille. Il y avait... avant le retour à l'informatique chez nous, n'importe qui pouvait se connecter avec n'importe quoi, des clés USB, ce qui est fini, hein, on n'a plus le droit de tout ça. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment une prise de conscience au niveau des autorités pour justement nous aider et sécuriser? Les banques sont parfaitement sécurisées, mais la santé ne l'est pas, ce qui paraît quand même assez effrayant. Oui, je crois qu'alors c'est une prise de conscience collective, hein, qui est d'abord le fait que la donnée en santé, aujourd'hui dans le monde, est probablement une sorte de nouvelle or. Hein, c'est la donnée en santé extrêmement précieuse. Et c'est vrai que le niveau de protection rapporté à ce que la donnée en santé est réellement, il y a sans doute une disproportion. La prise de conscience, elle existe. Il y a des plans nationaux depuis de nombreuses années pour progressivement sécuriser. Nous avions à Versailles un plan de sécurisation de notre système d'info qui s'est allé sur 3-4 ans, que du coup on a fait en quelques mois et qu'on continue de conduire. Donc je crois que la prise de conscience, elle est réelle. Les accompagnements financiers existent également. Il faut ensuite, de mon point de vue, que dans les hôpitaux, les arbitrages puissent être faits aussi par les directoires, c'est-à-dire par les équipes médicales aussi, de faire des choix, parce qu'on a des arbitrages à faire dans nos hôpitaux pour prioriser ce type d'investissement qui n'est pas visible, mais qui est extrêmement déterminant pour la suite. Aujourd'hui, votre hôpital, vous considérez qu'il est bien protégé ?
Alors aujourd'hui, on a reconstruit complètement l'infrastructure selon les standards d'aujourd'hui, qu'on appelle, sans rentrer dans la technique, les 3 tiers. Hein, c'est-à-dire que vous avez l'infrastructure, les tuyaux, pour faire simple, sont construits en 3 tiers avec une étanchéité entre les 3 tiers, de telle sorte que vous avez un professionnel qui ouvre un mail, pas de bol, c'était une attaque. À ce moment-là, il va y avoir des dégâts, mais simplement dans le tiers des ordinateurs utilisateurs. Ça ne va pas aller au cœur du réseau comme ce qui nous est arrivé à Versailles ou qui nous arrive régulièrement. Donc là, l'infrastructure s'est faite et on est en train de remonter les applicatifs. Nous en avons plus de 200 à Versailles, après les avoir nettoyés. Hein, je vous passe les détails de récupérer les postes matériels. 200 postes matériels à récupérer en quelques jours. Parce que bien sûr que sur le terrain, vous les professionnels, je vais quand même allumer le truc, quoi, parce que j'ai besoin de mon ordinateur, et puis mon ordinateur perso, que je branche au réseau, etc. Donc vous avez toute cette période là aussi. Ah ben tiens, l'imprimante n'est pas débranchée. Ah ben oui, tiens, on se rend compte que l'échographe, il est branché au système d'info avec tel ordi. Donc avec des dégâts collatéraux potentiellement importants. Donc là, de manière extrêmement rapide, on récupère à la DSIN tous les postes matériels pour les désinfecter. Hein, pour vous donner une idée, on a pu les redéployer, c'est-à-dire les récupérer, les désinfecter et les remettre en service, avec des rachats aussi, hein, de nouveaux postes, au mois de juin. Hein, donc ça, c'est une opération, c'est-à-dire que jusqu'au mois de juin, on a quelques PC, parce qu'il en fallait avec la remontée progressive du système d'info par service, mais jusqu'au mois de juin, les professionnels ne retrouvent pas leur PC. Je crois qu'on va conclure. Merci beaucoup, Pascal, d'être venu si tôt du centre hospitalier de Versailles. Je crois que cette interview était vraiment intéressante pour tous nos collègues, avec des messages assez clairs. Faites attention, voilà, ne faites pas n'importe quoi avec vos systèmes d'information et surtout transmettez à vos directeurs qu'il faut vraiment faire attention et se prémunir contre les attaques, les cyberattaques. Voilà, à venir dans cette salle, une session très intéressante du groupe cardio-interventionnel. Si en 2023 tu fais pas d'ambulatoire, tu as raté ta vie. Voilà. Merci.